Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver enfin pour la critique analyse du chapitre 1067. Je suis en retard, excusez-moi, j'ai pas pu faire autrement, mais aujourd'hui je tourne la critique analyse du chapitre 1067 et du chapitre 1068 et les deux critiques seront en ligne en même temps en ce 6 décembre. Je suis désolé du retard, j'ai eu des empêchements d'ordre technique, privé, etc. Mais voilà, elles arrivent finalement. Je change d'ailleurs, je vous le dis, le format des critiques étant donné qu'avant, souvenez-vous, je prenais le chapitre page par page et je vous donnais un peu mon avis, mais en fait j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Donc pour les deux chapitres qui arrivent, donc le 1067 et 1068, je vais faire différemment. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format ou celui d'avant où je prenais vraiment le temps de relire le chapitre avec vous. En attendant, on commence la critique analyse du chapitre 1067 dont le titre est Punk Records. Alors sur la cover, on a de nouveau Judge et César face à face avec Judge qui dit t'es qui toi au fait en s'adressant à César. Donc en fait soit Judge ne le connaît pas, soit Judge ne le reconnaît pas. Dans mes souvenirs, pour moi l'époque des Mad avec Vegapunk c'était Vegapunk, Judge et Queen. Donc pour moi, César est devenu l'assistant de Vegapunk dans mes souvenirs. Mais là, justement, je vous en parle parce que là, j'aurais bien aimé avoir vos avis dans les commentaires pour me dire si j'ai raison ou pas. Mais pour moi, dans mes souvenirs, César devient l'assistant de Vegapunk à partir du moment où il travaille avec le gouvernement mondial, en fait. Et il n'est pas chez les MAD avec eux. Mais peut-être que je me trompe et peut-être que, en fait, de base, César était aussi chez les MAD, mais juste que Vegapunk avec Queen et Judge était tellement au-dessus de tout le monde que en fait Judge n'a juste pas retenu qui était César. Bon, mais dans ce chapitre, qu'est-ce qui arrive? Et bon, on nous révèle le fruit de César, voilà, le fruit de Vegapunk, pardon, qu'est-ce que je raconte? Le fruit du cerveau, qui en fait permettrait de retenir et d'apprendre toute science, toute information, toute histoire, en fait, d'emmagasiner toute connaissance et surtout de ne pas perdre cette connaissance. Assez fort en réalité, parce qu'en réalité des gens très intelligents il y en a, des gens avec une très bonne mémoire il y en a, mais le problème du cerveau humain c'est que le cerveau humain on le sait, on l'utilise qu'à peu près 5% de ses capacités, et en fait il y a énormément de choses que l'on sait, qu'on retient, de souvenirs qu'on a, qu'on ne peut plus accéder. On n'y arrive pas. Alors bien sûr il y a des gens avec de l'entraînement mental etc. qui arrivent à retenir plus de choses, à aller chercher dans les souvenirs plus de choses, mais le commun des mortels, en fait, on peut pas, en fait. Tout ce qu'on a magazine, on garde que le principal ou ce que dans notre cerveau, on casse dans c'est important. C'est pour ça que plein de petits détails de notre vie, on ne s'en souvient pas. Et ce qui est intéressant avec donc du coup le fruit de Vegapunk et le fruit du cerveau, c'est qu'en fait lui il peut tout retenir et du coup ça explique la grandeur de son cerveau, la grandeur et la taille de son crâne et le fait qu'il l'ait coupé en fait parce que ça devient trop gênant. D'ailleurs il dit à un moment bon, je commençais à avoir la taille d'un géant alors que les trois quarts de la taille de géant que j'avais c'était mon crâne. Bon mais c'est problématique, c'est bien que c'était chiant au bout d'un moment. Et d'ailleurs ce qui est cool c'est de se rendre compte que même s'il a coupé son crâne pour mettre son cerveau dans le Punk Records, le cerveau est toujours en expansion, ce qui explique qu'il ait une taille encore plus immense que dans les flashbacks qu'on a eu. Et surtout, en fait, ce qui nous explique, c'est que Punk Records est un immense serveur. En réalité, Punk Records c'est un immense serveur. Et tous les Vegapunk ont une sorte d'antenne qui les relie au serveur, ce qui leur permet entre eux de se transmettre des informations de leur travail, de leurs connaissances, de ce qu'ils créent, de ce qu'ils apprennent, etc. entre eux, que toute cette information, cette richesse soit dans le cerveau, dans le serveur, et que tous puissent y accéder. Assez intéressant, ça fait, moi j'aime beaucoup cette idée. Et en fait, ce qui est assez drôle aussi, c'est le moment où Vegapunk, en fait, il nous dit que son projet, ça serait que le Punk Record soit accessible à tout le monde. Et en fait, on a une très belle réaction de Jimé qui dit mais fais attention en fait, parce que donner le savoir à tout le monde, donner l'accès, parce que c'est pas qu'un moyen d'apprendre quelque chose, c'est aussi un moyen de mettre une information à l'intérieur. C'est un serveur, donc tu peux mettre des informations comme tu peux en prendre. Et en fait, JB ce qu'il dit mais fais attention parce que ça veut dire que des gens pourraient
modifier les vérités de tout ce que tu as appris, de tout ce qui est véridique dans le Punk Records. Et ça me fait un peu penser à Wikipédia. Wikipédia, c'était un moment le cas. Souvenez-vous combien de fois des gens modifient des informations dans Wikipédia, ont mis des conneries. Et avant que ça soit traité, aujourd'hui c'est bien traité, mais avant c'était pas le cas. Ben des fois tu pouvais apprendre des conneries dans Wikipédia, alors que Wikipédia est un service qui peut t'apprendre énormément de choses, mais qui pouvait être corrompu par la connerie et les fake infos en fait, etc. Et en fait, j'aime bien aussi parce que Jinbei dit il faut que tu fasses gaffe parce que les idéologies des gens peuvent faire que tout ce que tu as appris de véridique, ils peuvent le changer. Et moi je trouve que ça fait énormément référence à un mouvement actuellement que je déteste, qui est le mouvement woke, qui est le fait de tout vouloir raser, tout vouloir oublier et rien n'a existé, on remet tout neuf. Non en fait. Et en fait, ce qui est cool, c'est que One Piece était un très beau schéma pour montrer que c'est de vous dire ne faites pas cette connerie-là. L'histoire de l'humanité, l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples, l'histoire malheureuse. Et je dis ça, mais on peut prendre l'exemple, par exemple, l'esclavage, le nazisme, tout ça. Vous voyez des choses, les premières guerres, les guerres mondiales, les discriminations, toutes ces choses horribles qu'a pu faire des personnes dans l'humanité, qu'a pu exister dans notre humanité. Heureusement qu'on s'en souvient. Et heureusement qu'on se transmet ces malheurs, qu'on se transmet cette histoire sans l'édulcorer, sans effacer des choses horribles qui ont pu s'y passer, parce que ça doit nous servir pour éviter de le reproduire. Vous voyez ce que je veux dire? Et si tu effaces tout, comme fait le gouvernement mondial, c'est-à-dire que tout ce qui est avant le siècle oublié, hop, personne n'y a connaissance. Tu n'empêches pas que les erreurs faites à cette époque-là se reproduisent. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que l'image est vraiment belle. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vachement... Oda nous met vraiment une très belle image. Avec Vegapunk, avec ce qu'il traite, en tout cas dans cet arc, moi j'adore, c'est le fait que vraiment l'humain a une connaissance, a la science, des connaissances, une histoire. Et il faut qu'on embellisse, qu'on modifie la vérité. Ce qui prime, c'est la vérité. Oui, les catholiques ont fait des croisades horribles. Oui, les musulmans, par exemple, pour parler des religions, ont fait des croisades horribles. Oui, il y a eu le nazisme. Oui, il y a eu l'esclavagisme. Oui, il y a eu les colonies. Oui, tu vois, tant de choses qui font que toutes ces choses horribles qu'a pu faire les religions, qu'a pu faire l'humain, qu'a pu faire des personnes, qu'a pu faire le racisme, qu'a pu faire le sexisme, dans notre histoire d'humain, il faut pas l'oublier pour pouvoir évoluer en de meilleurs humains. Et en fait, c'est comme ça que je vois le message que donne Jinbei à Vegapunk. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que Vegapunk, lui, répond en disant « Oui, mais en fait, si on s'arrête à ça, on n'évolue jamais. Enfin, la science ne peut pas progresser. » Et moi, je suis totalement d'accord avec la réaction de Bonnie, en fait, qui s'énerve et qui dit « Mais ta vision des choses est horrible, en fait. En fait, c'est horrible. C'est pas la science doit quand même savoir s'arrêter au moment où on touche au bien et au mal, en fait, tu vois. C'est comme ça que moi je l'ai lu, tu vois, et je trouvais ça grave cool. Et que non, en fait, la science, elle doit pas faire abstraction du bien ou du mal, elle doit pas pour évoluer transgresser et faire du mal aux autres, en fait. Et du coup, j'ai grave aimé ce passage pour le coup. D'ailleurs, elle attaque du coup Vegapunk avec le sabre laser qu'elle a récupéré dans la décharge. Et en fait, on se rend compte que le sabre laser a un défaut qui est en fait logique, c'est qu'il émet tellement de luminosité et de lumière qu'il attire les insectes. Le problème, c'est que Bonnie a extrêmement peur des insectes et donc elle va tomber dans les pommes. Ce qui est assez drôle, c'est de se rendre compte qu'en fait, le sabre laser est totalement en capacité d'être une arme, d'être offensivement utile, mais vu qu'il attire les insectes, qui d'ailleurs sont complètement cramés sur la case où on voit Bonnie dans les pommes, etc. Et d'ailleurs, j'ai adoré le fait qu'on voit Luffy avec le scarabée être là sur Bonnie, à lui dire regarde un scarabée, parce que c'est sa passion, faut pas l'oublier, c'est la passion de Luffy, les scarabées.
moi je trouvais assez cool de se rendre compte que, punaise, Vegapunk il est vraiment perfectionniste. On le voit après, mais que ce soit le fruit de Momonosuke qui est complètement réussi, Momonosuke et Kaido, tu vois, a les mêmes pouvoirs que Kaido, et ben non, il est pas réussi parce qu'il est rose, tu vois, alors que Kaido est bleu. Là, le sable laser, il est complètement fonctionnel, ah mais il est pas réussi parce qu'il attire les insectes, tu vois. Et en fait, c'est trop cool de voir cet aspect perfectionniste de Vegapunk, et qui considère ça comme des échecs, alors qu'en réalité, pour beaucoup de personnes, c'est pas un échec. Moi, je considère pas que le fruit créé par Vegapunk est un échec. Quand je vois la différence entre les smiles de César et le fruit artificiel de Vegapunk, je considère pas que c'est un échec. Mais lui, en tant que pur créateur, en tant que perfectionniste, il considère que c'est un échec parce que effectivement, il y a un défaut. On continue et on arrive du coup sur des informations sur le géant de fer. D'ailleurs, géant de fer légendaire. Et on apprend qu'il n'a pas été conçu par Vegapunk, qu'il vient du siècle oublié, et que surtout il a attaqué Marijo il y a environ 200 ans. Mais en réalité, on ne connaît pas les ambitions du robot. Très important de noter ça, c'est que Vegapunk dit en fait, moi je... Personne ne sait, est-ce qu'il voulait attaquer Marijois, est-ce qu'il revenait à Marijois, est-ce qu'il venait de là et donc il revenait, est-ce qu'il est venu voir ce qui s'y passe, est-ce qu'il a voulu constater, est-ce qu'il s'est éveillé et il s'est dit putain je vais retourner là, en fait il a vu on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il est allé y faire à Marijois, et ça c'était il y a à peu près 200 ans. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous dit aussi qu'il y a des 100 ans, c'est le moment où il y a eu un tournant dans le racisme envers les hommes poissons. Et en fait, ça rejoindrait un peu l'histoire des hommes poissons qui avaient pu, il me semble, assister une première fois à la rêverie. Et donc, en fait, ils auraient de nouveau été rejetés. À voir, là, je tiens sur vous, Malcolm, pour me donner plus d'infos sur ça, parce que j'ai des vagues souvenirs. Il me semble qu'on avait dans l'un des hommes poissons appris ça. On a Shaka aussi qui nous explique que le Vega Force 1 qu'on avait vu au début de l'arc est inspiré de ce robot, mais qu'en fait il est encore une fois loin d'être aussi parfait, et même que Shaka, un scientifique, ait des doutes et se dise mais bordel, comment ce robot légendaire peut dater d'il y a 900 ans en fait. Ils avaient tellement d'avance en fait. C'est ça qui est... Parce que l'énergie qu'ils utilisaient pour faire fonctionner ce robot, moi Vegapunk, nous tous les Vegapunk, on est incapable de la reproduire, on est incapable de le refaire fonctionner. Comment une population, comment une culture, comment un peuple a pu être autant en avance technologiquement il y a 900 ans? Et surtout, la question du coup que moi je me pose, c'est comment il a pu être éradiqué. Ça a dû être très violent. Et donc, on a un peu ça. Moi, là, alors attention, petit aparté un peu... Nami qui fait la réflexion sur Luffy, précisément en disant lui et les autres, il est sain et sauf, etc. Moi, je trouve qu'Oda, malgré le fait qu'il nous ait dit qu'il n'y aurait pas de romance, quand même, pour moi, Luffy et Nami ont une relation très particulière. On le voit dans plusieurs films. Je sais que c'est pas canon. D'ailleurs, certains sont canons. Enfin, non, ils sont pas canons, mais il y a des trucs dedans qui sont canons. Mais même, dans les films, dans des passages, dans des moments, je trouve que Oda nous met quand même un peu des relations un peu plus particulières. On a Sanji et Pudding, on a Zoro et Quina, même si ça peut s'apparenter plus à de l'amitié. On a Usopp et la jeune femme au début dans son village. Il y a de la romance, il y a par exemple comment elle s'appelle, Roger et je sais plus comment s'appelle sa femme. Pour qu'il y ait Luffy, Dragon a bien une femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a de la romance, il y a de l'amour, il y a des naissances, il y a des couples. Et je trouve vraiment que Nami et Luffy, il y a un truc... Il y a un truc, quoi, tu vois, c'est... Voilà. Bon, bref, après, c'est très personnel, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, le fait de ship, comme on dit, des personnages. Mais je trouve vraiment qu'il y a des persos qui sont écrits. Je trouve que Nami et Luffy ont vraiment un aspect très protecteur l'un envers l'autre, très... beaucoup plus liés, beaucoup plus proches qu'avec d'autres de l'équipage. Après, c'est personnel, ça, mais... Avec ce qui s'est passé avec Pudding et Sanji, avec ce qui s'est passé avec d'autres personnages, Usopp, etc., qui ont des romances, je me dis, peut-être qu'Oda, c'est quand même que pour plein de gens dont moi, les petites attentions comme ça va nous faire penser qu'il y a quand même un petit peu de romance sans en mettre. Voilà. Donc on revient outre ce petit aparté.
Vegapunk dit aussi du coup à Luffy qu'il doit lui remettre quelque chose à Bonnie et donc il lui demande en même temps de l'aide pour quitter l'île. Assez cool en fait, je trouve ça assez cool parce que même si je suis assez étonné, c'est que Vegapunk apparemment n'a toujours pas parlé de Dragon à Luffy et en fait moi je trouverais ça intéressant. Alors est-ce qu'ils vont parler de Dragon, du mouvement des révolutionnaires, de l'armée révolutionnaire, du but du père de Luffy ou un peu plus du père de Luffy, peut-être de sa mère, je sais pas qui connaît Vegapunk, est-ce qu'il connaît la mère de Luffy, tu vois? De quoi ils vont parler? Parce qu'en fait, ils parlent de plein de trucs, mais moi j'ai toujours trouvé ça suspect le fait de ah, je connais ton père, mais on t'en parle jamais. Bon, c'est peut-être important au bout d'un moment de donner des infos du papa de Luffy à Luffy. Bon, même si il est un peu couillon et qu'il retient ce qu'il veut retenir. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est d'ailleurs le fait que Luffy plusieurs fois note que Vegapunk cherche à aider les gens finalement. Ce qui apporte à Luffy. On bascule sur le CP0 qui a d'ailleurs explosé un robot protecteur de l'île et qui en fait il demande qu'à débarquer sur l'île. Mais tout simplement il y a un refus de la part de Vegapunk qui dit non, en fait on veut pas que vous débarquiez, et remettez-nous le Séraphin et puis partez quoi, en fait, genre on ne vous autorise pas à accéder à Ged et voilà, c'est comme ça. Truc que j'ai pas trop aimé, la réaction de l'équipage, l'équipage qui a peur de Lucci. Alors effectivement, moi je suis hyper respectueux de Lucci parce que c'est un personnage que je trouve, et le CP0 et le CP tout court, je trouve qu'énormément de gens ne comprennent pas des trucs simples. Dans One Piece, le Cypher Paul n'est pas un agent, une agence militaire, n'est pas un ordre militaire. C'est un ordre d'espionnage. Et c'est une immense différence. Ce sont des agents censés être des espions ou des assassins. Oui, ils sont très puissants, mais souvenez-vous ce qu'on sait depuis le début de l'œuvre, ou depuis il y a longtemps quand même qu'on l'a appris, la plus grande force militaire du gouvernement mondial et tout court, c'est les amiraux. Akainu, Kizaru, Fujitora et j'ai oublié son nom, Ryukyu. Et l'armée, le nombre de commandants, lieutenants, colonels, ce que vous voulez, et l'armée militaire de la marine. Le Cypher Paul n'est pas quelque chose de militaire, c'est quelque chose digne de l'espionnage, de l'assassinat. C'est beaucoup plus fin comme ce n'est pas la même force, ce n'est pas la même technique, ce n'est pas la même utilité. Rappelez-vous le Cypher Paul à Water 7, le CP9, le Cypher Paul 9. Quand on les voit, oui, on se dit ils sont super puissants parce que ils mettent des claques au Mugi. Mais en réalité, là où ils sont surtout puissants, c'est le fait d'avoir intimidé Robin, de lui avoir fait perdre toute confiance, de l'avoir apeuré, d'avoir pendant des années, dans l'ombre d'Iceberg, travaillé sur la recherche d'une arme antique, sans que personne ne le sache. C'est ça la force du Cypher Paul. Et donc, le problème que j'ai, c'est oui, Lucci, du temps est passé, oui, comme Luffy, il a évolué, et bien évidemment, on peut être sûr que Lucci reste d'ailleurs c'est le seul dans le Cypher Paul qui dès le début il nous les a indiqué comme étant la différence par rapport aux autres agents, c'est que lui pour le coup il sait vraiment se battre et c'est vraiment un bourrin c'est un assassin, un tueur né, il est vraiment fort pour ça, il sait se battre, mais même avec son évolution, Luffy est un empereur. Sanji et Zoro sont des commandants d'empereurs. Même Robin est quelqu'un d'immensément puissant. Et ça m'emmerde énormément le fait de voir encore, même si c'est le groupe de peureux, Nami et Usopp, avoir peur comme pas possible. Même Nami aujourd'hui est quand même quelqu'un de très puissant. Je fais quand même une aparté. Bien sûr que je considère que Lucci, en 1v1 contre beaucoup de Mugi, il remporte un combat en 1v1. Néanmoins, aujourd'hui, l'équipage de Luffy est un équipage d'empereurs et ça me fait chier, personnellement, de les voir être apeurés par le Cypher Paul. Bien sûr, il doit y avoir une forme de respect, comme s'ils croisent un autre équipage d'empereurs, comme s'ils croisent les amiraux, etc., comme ça a toujours été. Rappelez-vous,
Garp et Roger qui avaient beaucoup de respect. Plein de fois, on a eu des cases avec Roger qui dit non, mais si vraiment vous voulez vous battre avec nous, ramenez des gens de respect, des gens qui ont le niveau, un vice-amiral comme Garp ou Sengoku, ramenez des gens. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une forme de respect. Bon, t'es peut-être plus fort, mais c'est quand même pas des faibles. C'est dans l'univers de One Piece, les échelles de puissance, c'est beaucoup plus complexe que de dire oh, il est plus fort. Non, c'est beaucoup plus complexe. Il y a la force brute, la maîtrise du haki, la maîtrise du flux du démon, la maîtrise stratégique. C'est énormément travaillé pour le coup. On n'est pas sur du combat juste il faut se taper dessus, t'es plus fort que moi, tu gagnes. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais néanmoins, je trouve quand même que l'équipage devrait être un peu plus confiant et un peu moins apeuré de ce genre d'adversaire, tout simplement parce qu'aujourd'hui Luffy est quand même un empereur, un des 4 empereurs de l'univers de One Piece. Et cette partie m'a un peu énervé, mais je voulais surtout profiter de ce moment-là pour pousser un petit coup d'œil parce que moi ça m'emmerde ce genre de réaction de l'équipage, mais surtout pour dire ne sous-estimez pas Lucci. Bien évidemment, je suis d'accord avec tout ce que j'ai pu lire, Lucci ne peut plus battre Luffy. Je pense qu'aujourd'hui un Luffy en Gear 5, seuls les plus grands pirates et les plus grandes forces marines peuvent le confronter. Je ne vois pas Lucci pouvoir être plus puissant que lui. Néanmoins, je pense que Lucci, avec l'évolution qu'il a eu depuis tout le temps depuis Enies Lobby, est quand même très puissant, une des personnes les plus puissantes de One Piece et qui peut faire énormément de mal à l'équipage s'il croise d'autres personnes à l'équipage. Mais on verra s'il croise Luffy ou pas, ou s'il croise Zoro ou pas, quoi. Bon. Et ne pas oublier, je vous parlais du nom, Lucci n'est pas seul, il est aussi accompagné de Kaku et de Stussy. Donc, il n'est pas tout seul, quoi. On arrive sur Queue d'Étrave avec Kuma qui se réveille et qui est pas totalement encore soigné, totalement réparé, vous prenez le mot que vous voulez, et on apprend même qu'il n'a pas récupéré la mémoire, en fait il a même oublié qui il est. Donc ça c'est assez surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il oublie la mémoire? J'ai hâte d'en savoir plus. Pourquoi il a oublié la mémoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... alors moi la petite théorie que je me dis c'est, est-ce que Vegapunk, souvenez-vous Vegapunk avait instauré l'ordre à Kuma de protéger le Sunny pendant l'ellipse des 2 ans, est-ce que quand le gouvernement mondial a voulu punir Kuma, est-ce qu'il aurait pas demandé fais-lui perdre toute son humanité, fais-lui perdre tout ce qu'il sait, et en fait Vegapunk, vu qu'on voit qu'il n'est pas méchant, aurait juste en fait relié Kuma au Punk Records pour avoir un lien avec lui, mais surtout aurait emmagasiné sa mémoire, sa pensée, son histoire, ses sentiments, ses émotions dans un endroit pour lui remettre à un moment donné qui serait ce moment-là, et c'est pour ça qu'on verrait Kuma d'un coup se réveiller avec l'ordre, souvenez-vous de d'un des Vegapunk, de protéger l'île et de se mettre en position défensive pour réveiller Kuma via le Punk Records et qui aurait rejoint Egghead avec son fruit. Bon voilà, qui va rejoindre en tout cas avec son fruit. Voilà, moi c'est ce que je me demande. Je pense qu'il y a un lien. Et ensuite, bien sûr, on a la case sur la dernière page où Dragon demande où est-ce qu'il va. Et surtout, il nous indique que l'armée révolutionnaire vient de rentrer en guerre, vient de rentrer dans la lutte, vient de commencer son combat. Et c'est une case qu'il ne faut pas minimiser parce que ça nous indique enfin l'armée révolutionnaire passe en action. Le chapitre se finit là, j'espère que vous avez aimé cette critique analyse. Moi, je vais tout de suite vous tourner la critique analyse du chapitre numéro 68. Si vous avez été d'accord avec ce que je dis ou pas d'accord, ou si vous avez des informations à me donner, ou envie de débattre ou de parler de One Piece, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, ou regardez la dernière critique en cliquant par là. Voilà, un des deux côtés, hein. Il y aura abonnez-vous. Regarde la dernière vidéo. Dans tous les cas, partage cette vidéo autour de toi. N'hésite pas à être... Et sois respectueux dans les commentaires si vous parlez entre vous. Salut tout le monde, ciao ciao. À très vite. Ciao.